Merci de me recevoir. Le- Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait savoir à qui je parle avant de leur parler. Euh, je ne vais pas vous demander de vous présenter l'un après l'autre, euh, mais les professionnels de santé, pouvez-vous lever la main s'il vous plaît? Oh la vache! Mais c'est un peu dégoûtant, j'ai un peu peur. Les usagers du système de santé mentale? Un, deux, trois, quatre. Les usagers de l'hôpital public en général, santé somatique et santé... Bah, tout le monde, bah, il y a beaucoup de menteurs, c'est ça? Alors, en France, théoriquement, il y a à peu près 8% de la population qui a un problème avec l'alcool un jour donné. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, ceux qui ont un problème avec l'alcool? Merci. J'en ai vu beaucoup de menteurs dans la salle. Ils n'ont pas encore le problème, tu penses? Non, c'est un jour donné. Hein. Deuxième problème, dépression. Donc, les personnes qui souffrent de dépression aujourd'hui, pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît? Vous allez me dire que les personnes déprimées sont toujours restées dans leur lit. Euh, mais pourquoi vous mentez? Qu'est-ce qui se passe ici? Comment? Oui, c'est valable pour tout le monde. D'accord. Au fait, en France, vous le savez très bien. Ah oui, donc est-ce qu'il y a des gens, des familles, des personnes vivant avec un trouble psychique dans la salle? Ah ben ça, il y a moins de menteurs. Ben, c'est bien. Donc, au fait, en France, lorsqu'on annonce qu'on a un problème de santé, euh, d'autant plus si c'est un problème de santé mentale, vous avez raison de mentir. D'accord? C'est mauvais pour votre santé si vous le dites. C'est mauvais par vos proches, pour vos enfants. C'est dangereux, surtout ne le dites pas à votre employeur. Okay? Nous sommes dans un pays où c'est dangereux de dire qu'on a un trouble de santé mentale. Donc la première leçon pour faire bouger la France, c'est sur cette question-là, la déstigmatisation de la maladie mentale. Et je dirais de l'autre côté, pour être encore plus agressif, la condamnation, la criminalisation des gens qui stigmatisent. D'accord? Donc on y va. Et il s'agit pour moi d'un des boulots principaux des gens qui s'appellent des professionnels de santé. Et vous étiez beaucoup à lever votre main, donc vous êtes dans la merde maintenant. C'est que c'est votre boulot d'aller à l'attaque sur la stigmatisation. C'est votre boulot d'aller à l'attaque, y compris devant les tribunaux. Est-ce que c'est clair? D'accord? On va faire une évaluation avant, après. Donc, je suis censé vous parler. Donc, aujourd'hui, juste pour vous dire que moi, je ne m'adresse qu'aux personnes qui ont des troubles de santé mentale. Donc, les autres, vous pouvez quitter la pièce. Merci. Donc, enfin, des gens honnêtes. OK. Donc, on va essayer d'aller vite. J'aborde tout rapidement la notion de rétablissement. Vous le connaissez par cœur, vous l'avez eu toute la journée hier. L'objectif principal, c'est de parler d'empowerment. L'empowerment, ce n'est pas possible sans l'inclusion sociale, donc je suis obligé de l'aborder un tout petit peu aussi. Et je parle un peu de notre projet de création d'un centre d'empowerment dans le 19e arrondissement de Paris. Bonjour, monsieur. OK. Je vous rappelle les principes d'où ça vient le mouvement de recovery aux États-Unis. Est-ce que c'est clair? Donc, ça vient des associations d'usagers qui critiquaient le système existant. C'était une revendication, un mouvement de lutte contre un système oppressif. Évidemment, les États-Unis, à l'époque, étaient un pays primitif. D'accord? C'est clair. Pas de système de sécurité sociale. Pas de sophistiqué du tout, du tout, du tout, du tout. L'accès aux soins quasiment uniquement pour les gens qui ont de quoi le payer. Donc, d'autant plus si on croit que les déterminants sociaux sont déterminants dans la santé mentale, ça veut dire que les gens qui n'ont
pas de quoi le payer, justement, sont exclus des soins, largement. Donc, une longue attente pour arriver dans un hôpital psychiatrique aux États-Unis, il faut attendre longtemps jusqu'à ce qu'on soit en crise dans le système de santé. D'où prise en charge très tardive, etc. Donc, tout ce mouvement-là s'inscrit dans ce contexte-là. D'accord? Ils ont pris, donc je veux juste tester les connaissances des Marseillais. Ils ont pris le mot recovery de qui? C'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Bravo. Mais lui, il n'est pas Marseillais. Si, d'alcoolique anonyme. Donc, quelqu'un qui s'y connaît. D'accord? Alcoolique anonyme, pourquoi ils ont choisi recovery? Pourquoi ils n'ont pas dit cure? Allez, au boulot. Enfin, pour les mêmes raisons qu'en psychiatrie. C'est qu'ils... Non, c'est qu'ils croient que c'est un risque à vie. D'accord? Il y a toujours un risque de rechute. On peut rencontrer la personne charmante, l'employeur futur possible, qui te propose un verre à boire et pour lui faire plaisir, tu le prends. Rechute. Okay? Donc, Alcooliques Anonymes, continuellement, les groupes d'alcooliques anonymes bossent beaucoup sur cette notion de oui, c'est possible de renoncer, mais il y a toujours le risque. L'autre chose qu'ils soulignent en alcoolique anonyme, c'est que lorsqu'on a une expérience d'alcoolisme, on est une meilleure personne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a appris plein de choses sur soi-même, sur les autres. Donc, cette notion de recovery et non pas cure, très important. Le mouvement des... Et l'autre particularité, c'était inventé où, Alcoolique Anonyme? Chez les prêtres, exactement, elle a compris. Donc, elle s'y connaît en prêtre. D'accord? Donc, dans l'église anglicane, une espèce de version de l'église catholique en Angleterre, et c'est difficile à croire, M. Jordana, mais les catholiques, les prêtres catholiques, pendant la messe, ça boit de l'alcool. Non, c'est incroyable. Donc, problème d'alcoolisme, chut, dites rien à personne, chez les prêtres. Comment gérer ce problème d'alcoolisme chez les prêtres? Ils se mettent ensemble autour d'une table. Combien de personnes autour de la table? Il y a un traître dans la salle. 12, oui, 12. La particularité, c'est que toutes ces 12 personnes partagent le même problème. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas un professionnel de santé magnifique à l'extérieur qui est là pour animer tout ça. C'est animé par des gens qui ont un problème d'alcool ou qui ont connu un problème d'alcool. Particularité très, très, très importante par rapport à tout ce mouvement de rétablissement. Ils reprennent le même modèle. L'autre petit avantage, c'est que c'est pas cher. Il n'y a pas des salaires de... Je peux m'adresser à l'usager de la psychiatrie. Il n'y a pas des salaires de tous ces salauds de professionnels de santé à payer. Okay, donc, dans un système où il n'y a pas d'argent, c'était une solution géniale. Autour d'une table, l'entraide. Des gens qui partagent le même problème. Donc, on a moins besoin de mentir comme un Français. Pour taquiner, pour utiliser l'image de tout à l'heure. Donc, cette notion de recovery est traduite par les Canadiens par établissement, ça vous le savez. Ils prennent le mot, je dis toujours pour blaguer que ça vient de Pinel, mais Pinel utilisait le mot rétablissement déjà dans l'hospice et dans les célèbres discours de Pinel, c'est l'objectif de l'hospice, c'est le rétablissement. Mais au fait, les Canadiens ont pris le mot rétablissement de Alcooliques Anonymes France. Créé en quelle année? Et c'est des professionnels de santé. 44-45 par les Américains à Paris. Les militaires américains, problème d'alcool. Ils arrivent en France, plein de bons vins rouges, ça boit de l'alcool, etc. Donc, création de ce mouvement à l'ambassade américaine à cette époque-là. Ils prennent le mot rétablissement, soulignant l'idée qu'il ne s'agit pas de guérison. Ils prennent aussi le mot clé du mouvement de rétablissement, c'est cette notion de, vous dites en français, rêver.
En anglais, c'est to dream. Et donc, tout de suite, on pense à Martin Luther King. Donc, de nouveau, je souligne le fait que c'est une revendication. C'est un groupe social exclu. Les fils et les filles des anciens esclaves aux États-Unis qui luttent pour leurs droits. Et le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est quoi? C'est quoi le rêve de Martin Luther King? L'égalité, oui. Pouvoir s'imaginer pour ses enfants un avenir dans ce pays, une place dans ce pays, qu'ils puissent jouer un rôle, qu'ils puissent avoir un boulot, pouvoir se l'imaginer. Le discours parle de ça. C'est une revendication forte en disant nous en sommes actuellement exclus. On exige cela. Okay? Que tous les hommes soient créés égaux, que ça devienne une réalité. Deuxièmement, que les enfants des anciens esclaves et des anciens esclavagistes puissent s'asseoir ensemble autour de la même table pour manger un repas. Troisièmement, que ces enfants, ces petits-enfants, peuvent vivre dans une nation, ils ne sont pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Il insiste sur le fait qu'il ose rêver cela aujourd'hui. I have a dream today. Bref, l'idée, il veut que ça bouge. I have a dream that one day, le troisième avant la fin, little black boys and little black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. This is our hope, c'est ça notre espoir. Donc, revendication forte et militante, repris par les usagers de la psychiatrie, ils reprennent le même mot. C'est dans une tradition de plusieurs autres mouvements de défense des droits des gens. Après les Noirs, c'était qui? Je suis en train de regarder. Comment? Oh, je crois rêver. Les femmes. Il y en a dans cette salle. Tu es assise à côté d'une femme, là. C'était pour ses droits à elle. Évidemment, en France, vous étiez très avancé dans les droits des femmes, n'est-ce pas? Le vote, c'était quand en France? 46. Le droit d'écrire un chèque en France pour une femme? Il y a une dispute là. Moi, j'ai entendu même 75 une fois. Ça veut dire qu'il y a des gens dans cette pièce qui sont nés de femmes qui n'avaient pas le droit d'écrire un chèque? Quasiment tout le monde de même. D'accord? Je viens d'un pays où le droit de vote des femmes était 1875. Mais pourquoi vous avez ce retard? Donc, bref, revendication forte chez les femmes. Est-ce que c'est le même retard en psychiatrie? Ouh là là, on n'ose pas imaginer des choses horribles comme ça. Bref, même revendication, femmes, ensuite les gays, ensuite psychiatrie. Plusieurs autres mouvements, ils reprennent les mêmes idées. On a le droit d'exister. On est différent, on est égaux. On veut imaginer une place où on peut être comme on est dans cette société, mais dans cette société où on peut bosser, où il y a un avenir pour nous, il y a un avenir pour nos enfants. Lutte contre la discrimination, etc. Donc, important cette notion de pouvoir se rêver un avenir. Okay, le deuxième mot, c'est en anglais hope. Je ne sais pas si vous avez ça en français. Ça existe en France, ça? Je blague. J'espère qu'il dit. Joli. Vous connaissez ces études, on vous a cité ça hier. Mais bref, ce mouvement revendicatif militant des usagers de la psychiatrie est repris par la santé publique dans ce pays primitif, les États-Unis. Vous connaissez toutes ces études, la maladie à gauche, des études longitudinales qui regardent le devenir des personnes. Ensuite, ils commencent à imaginer des mesures pour le rétablissement. Typiquement, n'est plus usagé de la psychiatrie, n'a pas été hospitalisé dans les 2 dernières années, ne voit plus de psychiatre, a un travail en milieu ordinaire
etc. Donc, toute une série de différentes mesures de cette notion de recovery pour constater que 10 à 15 ans plus tard, vous avez entre la moitié et les 2 tiers des gens qui vont mieux. Ils ne sont plus dans le système. Et tout le mouvement de recovery, donc c'est là où je vis dangereusement, ça va à l'attaque. Ils critiquent les professionnels de la psychiatrie en disant que vous êtes des gens tordus. À force de vous occuper des gens qui sont gravement en crise, vous n'avez que ça comme image dans votre tête de la psychose, de la schizophrénie. Ah, vous ne voyez plus les gens qui vont mieux. Donc dans sa tête, il est complètement tordu. Lui, il voit un malade, il se dit, ah, j'ai 35 patients en urgence aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'organise ça. Il voit un malade, il pense, c'est un problème. C'est un amas de problèmes à résoudre. Et au fait, il y a même, c'est l'accusation des usagers aux professionnels de psychiatrie américaine, c'était ça. Vous n'arrivez pas à me regarder comme un être humain. Vous me voyez comme un problème à résoudre. Hein? Vous êtes des gens horribles. Ce n'est pas de votre faute. OK? C'est des gentils usagers. Ils comprennent que ce n'est pas de votre faute. Ils comprennent que c'est très chargé. D'accord? Donc souvent, une lutte en parallèle. Juste la dernière chose, avant de passer sur l'empowerment proprement dit, je souligne l'importance de ce que dit Deegan là. Le problème, ce n'est pas juste de se remettre de la maladie. Est-ce que c'est clair? C'est de se remettre de l'exclusion sociale qui va avec la maladie, de la désinsertion sociale qui va avec la maladie. Tu es hospitalisé, tu as été inscrit à la fac, oups, cette année c'est interrompu, tu te dis dans ta tête, je vais recommencer l'année suivante. Mais au fait, ça ne se reproduit jamais. Tu perds ton téléphone portable, tu n'as plus personne qui t'appelle, ton hôpital psychiatrique est à 15 km de ta ville, comme à Paris, Maison-Blanche était, à 1h30, donc personne ne vient te voir. Tu perds ton réseau, donc petit à petit, tu te désinscris. Il ne reste que la famille, mais que la famille proche, parce que les autres, ils ont d'autres choses à faire ce jour-là, etc., etc. Se remettre de ça, c'est la moitié du boulot, selon Deegan. Se remettre de la psychose, donc tout ce qui est remédiation cognitive et tout ça, oui, c'est du boulot. Mais se remettre à l'exclusion sociale, c'est la moitié du boulot. Donc, juste pour résumer ce qui s'est passé dans les différents pays dans le monde par rapport à l'approche basée sur le rétablissement et l'empowerment, la Nouvelle-Zélande, donc là c'est la partie civilisée du monde, 1998 déjà, texte de loi, nous aurons un système de santé mentale orienté sur le rétablissement. Les États-Unis, 2003. L'Irlande, premier pays en Europe, 2005. Bon, c'est presque en Europe. Royaume-Uni, Royal College of Psychiatrists, donc le Collège national des psychiatres, objectif pour les services de santé mentale, le rétablissement, 2007. Et évidemment, leur loi qui a suivi, pas de santé sans santé mentale. Objectif national, davantage de personnes connaissant des problèmes de santé mentale se rétabliront. Un objectif national. L'Australie, 2013, cadre national des objectifs des services de santé mentale. Canada, 2015. La France, c'est pour quand? Je taquine, mais ça bouge déjà. Et ça va bouger dans les prochains 12 mois, je suis sûr. OK. Par quel chemin l'empowerment? Donc, de nouveau, c'est un mot merdique. Les Américains pensent que c'est du français. Ils pensent que ça vient de Michel Foucault, savoir et pouvoir. Tous les grands textes qui disaient que, attention, les savoirs qu'on développe sont liés au pouvoir organisationnel de notre société. Donc, ils pensent que, les Américains de cette époque-là pensent que c'est empouvoirment, ça doit être un mot français. Les Français, évidemment, pensent que c'est un mot américain. Gros problème de traduction partout dans le monde. Les Espagnols, c'est empoderamiento. Les Italiens, c'est empowerment. Et les Français, ce n'est pas encore décidé.
mais ça va dans le sens de empowerment. D'accord. C'est lié à un autre mot que vous... Je ne sais pas si vous avez ça en français. Vous avez ce mot-là? Démocratia, d'accord. Demos, ça veut dire quoi? Kratos, ça veut dire quoi? Oh, je crois rêver. Le pouvoir. Alors là, d'accord, ça veut dire le pouvoir. Ça ne veut pas dire le vote, ça ne veut pas dire le gouvernement, ça veut dire le pouvoir. Donc, clairement, cette notion de empowerment, c'est lié aussi à cette notion de démocratie. Juste pour vous le rappeler. Empowerment, c'est bien inscrit dans leur logique à l'américaine. Revendication de Obama, notamment pour la création des services de santé, donc l'équivalent de sécurité sociale aux États-Unis, création récente. Yes, we can. Oui, on saura le faire, on va pouvoir le faire. Rapaport, le grand théoricien de l'empowerment, j'entends que notre but devrait être d'accroître les possibilités pour les gens de contrôler leur propre vie. On est dans les années 80, nous sommes dans les jungles amazoniennes. L'empowerment était la stratégie d'empouvoiriser les petites tribus d'Amérindiennes victimes de la déforestation en Amazonie. En Venezuela, avec les sociétés pharmaceutiques, les sociétés pour le pétrole, qui détruisaient tout, qui réaccaparaient tout, alors que les tribus en question se trouvaient à la rue, littéralement. Donc l'empowerment, c'était comment leur donner les connaissances, les savoirs, mais les savoir-faire et aussi les moyens pour mettre en œuvre leur savoir-faire. Donc savoir en termes juridiques pour pouvoir se défendre, savoir-faire, avoir accès à des avocats, etc., qui allaient les soutenir, des militants qui allaient les soutenir. Troisièmement, pouvoir payer les avocats, pouvoir payer les billets de train, les billets d'avion. Les billets de train, il n'y avait pas les billets d'avion pour se défendre, pour pouvoir se défendre. Donc une notion qui concerne non pas, au départ, non pas des individus, mais des collectivités, des groupes d'individus. Ok, une notion qui se stabilise peu à peu. Pour vous donner une idée des différentes traductions qui ont été lieu en France, autoprise en charge, capacitation, autonomisation, reprise de pouvoir sur sa vie, renforcement du pouvoir de la population, dynamisation, autodynamisation, empuissancement, c'est n'importe quoi, empouvoirment, on entend ça assez fréquemment, autonormativité, agentivité, émancipation, d'accord? Donc, incroyable à la liste des différentes traductions, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on a tendance à utiliser empowerment. Aux origines, ce que je disais au Brésil, un terme générique pour décrire comment les groupes marginalisés surmontent l'exclusion sociale ou l'impuissance dont elles sont victimes. Par la suite, un concept repris dans tout un ensemble de domaines pour décrire le processus par lequel un individu prend le contrôle sur sa propre vie, apprend à faire ses choix, participe aux décisions le concernant, et je vous regarde, un processus d'autonomisation tout en s'armant pour participer et contribuer effectivement à la collectivité. Vous aurez tout ça, un test écrit en sortant. Hein. Donc j'espère que vous avez pris note. Politique internationale, on voit tout de suite, donc Nations Unies, les personnes doivent participer pleinement aux décisions et aux processus qui décident du cours de leur vie. Dans la santé, Charte d'Ottawa 86, Bangkok 2005, sur la promotion de la santé. Vision alternative du patient qui devient dans la nouvelle démocratie sanitaire, citoyen, acteur de sa santé. Il participe aux décisions politiques en matière de santé et de soins, et cela au niveau individuel comme au niveau collectif. Malade, il se formera à l'éducation thérapeutique avec comme objectif de prendre en charge lui-même sa maladie et ses traitements. Et il fait ça tout au long de la vie. Tout au long de la vie. D'accord? On souligne que, de nouveau, je reviens aux États-Unis. On est dans une situation où la relation entre médecin et malade n'est pas du tout
évident sur cette question de qui est l'expert. Vous connaissez sans doute ces recherches. Nous sommes à Harvard aux États-Unis dans les années 80. On commençait à étudier les relations médecins-malades, professionnels de santé, usagers du système de santé. Ils ont filmé des consultations. Dans 3/4 des 70 consultations, les médecins commençaient à demander des détails sans avoir encouragé les patients à donner un compte-rendu complet de leur raison de leur visite. Ici, on est en santé somatique, d'accord? Juste pour vous donner une idée. Des 51 patients interrompus, un seul a pu terminer sa description par la suite. Bref, ils ont interviewé les patients après pour dire, lorsque vous êtes allé voir le médecin, vous vouliez dire quoi au médecin? Et au fait, on constate qu'après, ils n'ont pas pu tout dire. Ils ont été interrompus très vite dans la consultation, orientés sur un problème, le problème évident. Et après ça, il y avait le patient suivant. Seulement 23% des patients ont pu terminer leur présentation de problèmes sans que le médecin les interrompe. Ces patients parlaient en moyenne pendant 60 secondes et jamais plus de 2 minutes 30. Okay. En moyenne, les médecins interrompaient le patient après 18 secondes. Ah, ça marche comment en France? À 19? OK, voilà quelques exemples que je prends de différentes. De nouveau, c'est les associations d'usagers. Les États généraux de la Ligue nationale contre le cancer, on est en 2001. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours d'hématologie. L'annonce d'un cancer du sang. Il m'a juste dit, monsieur, soit je vous traite, soit je ne vous traite pas, vous avez le choix, ce sera à peu près pareil comme résultat. Patient avec lymphome, hôpital parisien. Il a dit, si quand vous vous réveillez, vous n'avez plus de ganglions, c'est que c'était un cancer. Elle s'est réveillée, elle n'avait plus de ganglions. De nouveau, une citation sur scène, États généraux de la Ligue contre le cancer. La spécificité des États généraux, donc le premier, c'était les États généraux du sida, c'est que sur scène, pour parler d'une maladie, pour la première fois, il n'y avait que les personnes en question, les personnes vivant avec le VIH. Et ici, c'était sur scène uniquement des personnes vivant avec le cancer qui racontaient leurs histoires, ce qu'ils ont vécu dans le système de soins. Ça a créé tout le mouvement c'était à l'époque de Chirac, sur le plan cancer, etc. La révolution sur les annonces de la maladie, etc. Il y a une dame qui essaie de s'échapper. Elle a pris sa pilule. OK. On revient 19, 15 ans après la première étude, la même université, Harvard. La technologie avance. On a pu enregistrer 264 consultations chez 29 médecins, dont 25% des consultations de médecins ne sollicitaient pas le point de vue du patient du tout. Bref, supposer qu'ils savaient pourquoi le patient revenait. Dans seulement 28% des entretiens, le patient a pu terminer sa présentation de ses problèmes avant que l'échange ne soit pris en main par le médecin. En moyenne, les médecins commençaient à réorienter la conversation à partir de 23 secondes. On a gagné 5 secondes. Génial. Beaucoup de patients qui avaient été interrompus évoquaient des soucis supplémentaires importants tard dans la consultation, alors que le diagnostic était déjà avancé, ou bien ne les évoquaient plus du tout. Typiquement, lorsque les gens vont chez le médecin, ils mettent les choses difficiles en fin de la liste. Le fait qu'ils ont été couchés, qu'ils sont inquiets par rapport à ça. Et au fait, ils abordent les choses faciles au départ. Ensuite, très typiquement à la fin, ils se barrent sans oser le dire. Parce qu'il y a des gens dans la salle d'attente qui ont l'air vraiment malades. Je donne trop d'exemples. Ici, un autre exemple en France, chez l'ophtalmo, je n'entre pas dans les détails. Mais la question se pose, on l'a abordé hier en fin de journée, c'est qui l'expert? C'est qui? Ma revendication, le patient, lui aussi, est un expert. Il est l'expert au sujet des symptômes qu'il ressent. J'ai mal au dos. Il est expert sur la façon dont il les vit. Je n'arrive pas à trouver une position confortable pour dormir. Je dors donc très mal. Je suis crevé toute la journée au boulot et irritable avec ma femme et les gosses. Bref, le mal au dos, c'est aussi beaucoup de choses compliquées par rapport à son entourage. Il est l'expert sur l'histoire médicale du problème actuel.
Ça m'est déjà arrivé il y a 1 an. J'ai vu un médecin qui m'avait prescrit quelque chose pour la douleur. Il peut même être expert de sa maladie. Il s'est informé, il s'est formé. Ça fait 20 ans que je gère ma maladie et mes soins. Je me suis formé, je m'y connais pas mal. Si je me trouve en urgence devant un médecin qui ne s'y connaît pas, je suis souvent obligé de lui expliquer le nombre de fois que j'entends ce type de témoignage. L'information peut-elle être dangereuse pour la santé? Le grand argument de tout ce qui est maladie grave, il ne faut pas l'informer trop rapidement parce que ça peut le déranger, ça peut être plus néfaste que de ne pas le dire, etc. Évidemment, nous sommes dans un pays où jusqu'à l'an 2000, il était éminemment possible de ne pas annoncer à une personne qu'ils avaient un cancer. Oh non, ce serait dangereux pour eux. Okay. Évidemment, vous ne faites pas la même chose avec la psychiatrie, n'est-ce pas? Au contraire, l'information apporte une diminution de l'angoisse, un ressenti moindre de la douleur. Donc là, c'est les études avec les enfants chez les dentistes, que si vous dites que vous allez piquer, une mesure, ça fait moins mal. Il faut l'annoncer, il faut le préparer en amont. Une augmentation de la satisfaction des patients, 1000 mesures l'ont montré. Une meilleure adaptation au contexte des soins. Bref, si vous informez le patient, ils ont tendance à prendre les pilules que vous prescrivez. S'ils ne sont pas informés, typiquement on dit, la différence entre un Américain et un Français, c'est qu'un Américain, le médecin prescrit les traitements et le patient n'a pas l'argent pour aller les acheter, donc il ne les prend pas. Le Français, le médecin prescrit les traitements, c'est payé par la Sécu, le patient les ramène à la maison et les laisse dans le placard. Je taquine, mais OK. De l'intérêt de savoir, 77 patients asthmatiques de 18 à 45 ans, usagers fréquents des urgences de vision 2 groupes. Le premier a reçu une formation sur l'asthme et sa prévention pendant le séjour à l'hôpital, suivi par un appel téléphonique 24 heures après la sortie et un rendez-vous en consultation la semaine qui suivait. Les patients de l'autre groupe ont seulement reçu des soins pour leur crise d'asthme. Dans les 6 mois qui suivaient, les patients du premier groupe avaient nettement moins utilisé le service d'urgence et avaient été hospitalisés moins souvent. Bref, si vous formez les patients, ils sont moins cons que si vous ne les formez pas. Et au fait, on découvre la même chose dans les études récentes sur le suicide. C'est-à-dire lorsque les personnes suicidantes arrivent au service d'urgence, si vous, premièrement, vous leur proposez une petite formation sur le suicide, et si vous leur passez un coup de fil le jour après pour dire, juste pour vérifier que tout va bien, vous réduisez le taux de rechute de manière très importante. Le simple fait, même en Australie, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie, le service d'urgence envoie une carte postale en sortant pour dire, vous êtes venu, si vous avez besoin de coup de main, appelez-nous. Le simple fait d'avoir reçu la carte postale a un impact énorme sur les rechutes. Les gens, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un à qui ils peuvent appeler. C'est bête, hein? Le patient responsable, acteur de sa santé, acteur de ses soins, se prend en charge, n'est pas infantilisé. S'informe pour prendre des décisions éclairées sur sa santé. Il consulte des professionnels de santé. Il recherche sur Internet. Vous avez l'Internet à Marseille? Il consulte les associations. Ça, vous avez à Marseille, je les vois. Il se forme. Éducation à la santé à l'école. Formation tout au long de la vie. Éducation thérapeutique en cas de problème. Je viens d'un pays, il y a la moitié d'entre vous qui ont entendu ce discours, mais c'est un discours important, un pays où on apprend la santé dès l'école primaire, au même titre que l'English, au même titre que l'arithmétique. 2 et 2 font... En fait, c'est 4. Moi, j'ai appris ça à l'école primaire, et elle, non, évidemment. D'accord? Mais bref, on apprend la santé au même titre. La santé était enseignée par qui en Australie? Les enseignants. Idiots. Oui, les enseignants. Ce n'est pas par des professionnels de santé. C'est considéré être un savoir citoyen, comme l'arithmétique, comme l'English, que tout citoyen doit maîtriser.
J'ai commencé. Vous avez entendu cette histoire, les gens qui l'ont entendu, levez la main. Une. L'histoire, moi j'ai appris les gestes qui sauvent à l'école primaire. J'ai eu mon diplôme à l'âge de 12 ans. Donc en tant qu'Australien, je suis compétent pour réanimer quelqu'un. Ça veut dire, c'est un pays bizarre, hein? Des normes étendues, beaucoup de plages, des hôpitaux très très loin. Tu n'as pas le temps d'amener quelqu'un à l'hôpital avant de le réanimer. Bref, il faut savoir le faire sur la plage. Tout le monde est censé savoir le faire. Tout Australien sait le faire, en principe. À la plage, en Italie, à l'âge de 40 ans, j'ai entendu crier « Aiuto, aiuto, aiuto !» Il y avait des centaines de personnes sur la plage. On voyait dans la vague le corps d'un enfant. J'ai nagé vers l'enfant, j'ai ramené à la plage avec la tête hors de l'eau. On a appris ça à l'école primaire, dans les piscines à l'école primaire. J'ai posé l'enfant par terre. L'enfant était bleu. On a appris à l'école primaire qu'un enfant blanc, lorsqu'ils sont noyés, ils sont bleus. Et ce n'est pas complètement foutu. C'est possible de réanimer peut-être. Donc, on a pris la taille du visage, tu mets la bouche autour du nez et de la bouche, ou bien tu fermes les narines si c'est trop gros le visage, etc. Tu regardes dans la bouche rapidement. Ensuite, tu commences à souffler de manière régulière, etc., dans le corps de l'enfant. Ensuite, il y a quelque chose d'assez dégueulasse, c'est que ça dégueule. C'est dégueulasse, mais c'est très bon signe. D'accord? Donc, ça dégueule. On a pris ça à l'école primaire. L'enfant va te dégueuler dans le visage. Ok, ça s'est discuté dans l'école primaire. Donc, ce truc bleu va te dégueuler dans les... C'est assez dégueulasse tout ça. Hein? Ensuite, il y a des gens, il y a même dans cette salle, ils sont levés la main tout à l'heure, qui s'appellent des aidants, des familles. Il y a des trucs, j'en vois quelques-unes, il y a des trucs qui s'appellent des mères. Et ça peut être très difficile dans ce type de situation. Nous, on a appris à l'école primaire que si vous avez un proche, souvent les proches essaient d'intervenir, de vous interrompre. Ici, j'étais quasiment nu sur une plage en Italie en train d'embrasser cette fille sur la plage. La mère, une grosse anglaise, est venue. On a appris à l'école primaire qu'il fallait taper. Comme ça, tac. C'était le symbole, ce n'était pas le geste violent, c'était le symbole. Et ça a marché. Elle s'est assise, boum, sur la plage, elle a regardé. La petite fille a commencé à devenir rose, a commencé à... Ensuite, j'ai reçu une carte postale tous les ans pendant 10 ans. Mais pourquoi j'étais la seule personne sur la plage qui savait faire ça? Eh bien oui, parce que j'étais le seul Australien. Donc, bref, l'éducation à la santé, c'est considéré être une compétence citoyenne. Et il faut on va aller dans ce sens-là. Ça, c'est clair. La santé mentale en Australie, ça s'apprend dès le collège. Tu apprends les 2 maladies courantes des collèges. C'est le premier en Australie, c'est pareil en France, alcool. Le deuxième, dépression. Et vous apprenez par exemple que la dépression, c'est quelque chose de normal. Comme la grippe, comme le rhume, si vous êtes confronté à un virus et que vous l'attrapez, il est bien que vous avez une réaction corporelle comme ça. C'est comme ça que ça marche. Pareil, de nouveau, ces gens horribles qui s'appellent les mères, elles ont un truc qui s'appelle la dépression périnatale. Tu apprends ça entre 12 et 15 ans en Australie, la dépression périnatale. C'est normal. Ok, elles ont des hauts et des bas. Et il y a un truc, lorsqu'elles sont en bas, oups, c'est chiant pour elles, mais ça peut aussi être chiant pour l'enfant. Il ne faut jamais laisser une mère seule avec un enfant. Ok, toutes les tribus civilisées du monde, c'est le collectif des femmes qui s'occupent des enfants. Tu ne laisses pas une mère seule avec un enfant. Okay, c'est seulement dans notre société avancée avec la nucléarisation de la famille, et là je reviens à Foucault, qu'on commence à mettre les jeunes femmes seules dans un HLM en banlieue quelque part avec leurs enfants. Donc, avec les difficultés que ça peut entraîner en termes de santé mentale. OK, donc juste je souligne l'importance de cette formation de la santé à l'école et accès à la formation tout au long de la vie. Donc, pour reprendre l'exemple des femmes, vous avez toutes celles qui ont eu des enfants,
Vous levez la main, s'il vous plaît. La vache, ça se reproduit à Marseille. Et celles qui ont eu une formation spécifique sur la dépression périnatale avant d'avoir le premier enfant? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est censé être systématique. Même, je crois que c'est censé être fait maintenant. Ça fait partie des bonnes pratiques. Former les femmes qui vont accoucher sur ça. Il faut bouger. Hein. Bref, c'est tout au long de la vie. Tout au long de la vie, c'est pour les personnes âgées. Et il y en a même dans cette pièce. L'augmentation de la fréquence de la dépression est incroyable. Accès à la formation, à l'empowerment des personnes âgées sur la prévention de la dépression. OK. Nous, formation initiale, éducation de la santé, formation continue, ce qu'on fait à Paris en ce moment, la création d'un centre d'empowerment en santé mentale qui s'adresse non seulement aux usagers de la psychiatrie, mais à tous citoyens. Et éducation thérapeutique dans les lieux de soins. Repenser l'hôpital, le CMP, comme un lieu de formation. Bref, elle n'est pas infirmière, elle n'est pas psychologue, c'est des formatrices. Ce n'est pas des soignants. Arrêtez de soigner les gens. Vous, votre rôle, c'est de former. La moitié de votre rôle, c'est de former les gens. Hein? Repenser la relation de soins comme un dialogue d'apprentissage mutuel, un accompagnement où les deux parties cherchent, recherchent, inventent, apprennent. Reconnaître l'usager comme acteur de son projet de santé, comme acteur de ses projets de santé interpersonnels, comme acteur de son projet professionnel, comme acteur de son projet de santé citoyen. OK, je vais aller vite parce qu'il est déjà en train de me regarder. Imaginez le professionnel non pas comme un gestionnaire des urgences, un régleur de problèmes, un sauveur, mais comme un enseignant, un formateur, un accompagnateur, un allié, un défenseur. C'est un expert avec une boîte à outils à la disposition de l'usager dans le cadre de son projet de vie, à la disposition de la ville pour aider l'usager à intégrer, pour l'aider à intégrer l'usager. Un expert qui passe la moitié de son temps avec le milieu de la personne. Okay, c'est la prochaine révolution. Il faut que je me taise. J'ai encore quelques minutes. Strength building en anglais, construire sur ses forces. Un projet européen que nous avons mené il y a une dizaine d'années, commencé une dizaine d'années, terminé il y a 5 ans. Le projet Emilia. On bossait avec les usagers de la psychiatrie, donc les personnes avec un long parcours en psychiatrie, non pas sur leur maladie, mais sur ce qui allait bien. Donc, autour de la table, tout le monde bossait pour créer un projet. Là, l'objectif était un projet professionnel. Mais ça a commencé avec demander aux gens, c'est quoi vos compétences? Qu'est-ce que vous savez faire? Ça incluait, évidemment, je fais ça avec Emmanuelle Jouette, elle est une obsédée de l'expertise d'expérience. Ça incluait qu'est-ce que vous avez appris dans le système de soins que vous pourriez utiliser professionnellement. Professionnellement ou même juste comme acteur social. Qu'est-ce que vous avez appris? Et évidemment, quelqu'un avec 10 ans dans le système de santé français avec une maladie comme la psychose, il connaît ce système social, médico-social et sanitaire d'une complexité sans nom dans ce pays. Comment les gérer? L'incroyable phénomène de regarder, j'en ai parlé hier soir, on leur demandait de jouer des rôles, des différents acteurs, des jeux de rôle pour apprendre à négocier des choses avec différents acteurs. Vous devriez l'essayer. Au fait, les usagers de la psychiatrie jouent très bien le rôle à la fois du patient et du psychiatre. Vous les mettez ensemble pour jouer le jeu de rôle, ils jouent parfaitement le psychiatre. Ils jouent parfaitement l'infirmière. Le travailleur social, c'est facile. Le patient, face à chacun de ça, joue un rôle légèrement différent. Face au généraliste, c'est différent que face au psychiatre, le rôle qu'il faut jouer. Et ils jouent les deux rôles très très bien. Ils connaissent le système par cœur. Méfiez-vous.
L'empowerment, ce n'est pas seulement les savoirs et les savoir-faire de l'individu. L'importance de l'inclusion sociale, je ne peux que le souligner. Ça ne sert à rien d'avoir que des savoirs chez l'usager. Il faut aussi bouger la société. Il faut aussi empouvoiriser la société. Donc cette notion d'inclusion sociale, vous le connaissez, j'espère, n'est-ce pas? C'est inquiétant. Hein? La notion d'inclusion sociale, c'est, donc je donne toujours l'exemple du fauteuil roulant pour la personne qui a eu l'accident de voiture, qui est paralysée à vie, qui est dans sa chambre d'hôpital, on lui donne un fauteuil roulant. On le met dans le fauteuil roulant, on l'apprend à l'utiliser. C'est la première étape de l'empowerment. On lui apprend à utiliser quelque chose pour s'adapter à son handicap, la compensation de son handicap. OK? On lui montre comment l'utiliser. Il a des droits, on l'informe sur ses droits, on fait toutes ces formations. Il fait autour du lit dans son fauteuil roulant, il arrive à la porte de la chambre et c'est trop étroit. Qu'est-ce que vous faites? Vous cassez la porte. D'accord? C'est ça l'inclusion sociale. Vous changez le monde pour que le monde puisse accueillir des fauteuils roulants. Il arrive au bout du couloir, c'est génial. Il acquiert des savoir-faire parce que dans un long couloir, tu peux aller à toute blinde dans un fauteuil roulant. Changer de vitesse et tout ça dans les fauteuils modernes, aller marche arrière, apprendre à faire pipi, tout ça c'est compliqué. On arrive à l'ascenseur dans ce bâtiment merveilleux à la Timone. L'ascenseur est trop étroit. Qu'est-ce que vous faites? Vous cassez l'immeuble. C'est exactement ça. Évidemment, dans un pays moderne comme l'Australie, où les immeubles ne valent rien, ça date depuis il y a 50 ans, c'est une bonne chose. On construit un autre. Tu essaies de faire ça au Louvre, ils n'aiment pas. OK? Donc, tout un beans pour, beaucoup plus compliqué dans les vieux pays, l'inclusion sociale des personnes en fauteuil roulant. Tu arrives en bas de l'immeuble, tu sors sur le trottoir, blops, 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 des rampes partout. Ça a coûté des milliards en France depuis la loi sur le handicap sur adapter la ville au fauteuil roulant. Des milliards, une fortune. On a fait tout ça pour les fauteuils roulants. Qu'est-ce qu'on a fait pour la santé mentale? Monsieur Giordana, on fait des rampes? Ah oui. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait pour la santé mentale? C'est quoi l'inclusion sociale? En premier lieu, clairement, c'est la lutte contre la stigmatisation. C'est la formation de tous les citoyens sur qu'est-ce que c'est que la santé mentale, c'est quoi un trouble de santé mentale. En deuxième, il y a 1000 possibilités, mais typiquement en milieu d'emploi, c'est le grand débat. Lorsqu'on intègre quelqu'un, par exemple, qui a une maladie bipolaire, qui a une dépression chronique, comment est-ce qu'on adapte le poste de l'emploi à cette personne-là? Mais aussi en pensant, qu'est-ce qu'une personne, par exemple, qui s'y connaît en psychose, quels sont les apports qu'ils peuvent apporter? Et typiquement, les gens recrutent et disent, moi, par exemple, je sens très vite lorsque la tension commence à monter dans votre boîte. Je le sens ça tout de suite. Quelqu'un avec une expérience de maladie psychique importante se lève tout de suite le doigt. Et au fait, ça aide à informer la hiérarchie que, attention, il y a trop de tension. Donc, ils servent comme alerte. Ils servent aussi, dans la plupart des entreprises au niveau international qui mettent en place une politique de recrutement, ils commencent par l'inclusion sociale, par la formation de tous les employés de la boîte sur la promotion de la santé mentale. Comment passer une bonne journée au boulot. En tant que professionnel de la psychiatrie, bien évidemment, vous avez tous eu des formations sur la promotion de la santé mentale dans votre boulot, n'est-ce pas? Comment passer une journée agréable? C'est quoi le bien-être? Hein? Vachement important. Ces formations sont extrêmement riches. L'exemple que je donne, c'est la formation qu'ils ont fait
dans le underground à Londres, le métro londonien, ils avaient un gros problème avec les suicides des usagers, des gens qui sautent devant le métro qui arrive. Formation de tout le monde sur prévention des suicides. Comment repérer la personne qui a l'air de vouloir se suicider. Comment repérer la personne qui a l'air très déprimée, etc., etc., etc. Ensuite, ils ont eu l'idée tout bête de former tout le personnel sur c'est quoi la santé mentale dans le boulot aussi. Quelqu'un qui est déprimé, ils sont comment? Baisse de congés maladie chez le personnel du métro londonien d'à peu près un tiers dans une année. Les gens, tout d'un coup, lorsqu'ils étaient malades ou qu'ils n'allaient pas bien, ils préféraient venir au boulot parce que c'était plus agréable. Okay? L'idée que le travail doit être le lieu génial où on passe un bon moment, enrichissant, plein de défis qu'on arrive à vaincre, qu'on bosse ensemble. L'importance de ça révolutionne les industries actuelles qui mettent en place ces stratégies. Ça arrive en France déjà. Vivement que ça arrive dans le système de santé. OK. Qu'est-ce qu'on fait à Paris en ce moment? Centre d'empowerment, donc un centre de ressources pour les personnes vivant avec un trouble psychique, à la fois pour l'aider à créer un projet de santé, un projet professionnel, au même temps pouvoir faire ça non seulement avec les professionnels de l'insertion et de la psychiatrie qui bossent ensemble, et du médico-social, tout le monde bosse ensemble, mais aussi anonymement par Internet, donc des outils par Internet, des Massive Open Online Courses, des MOOC sur développer des compétences, des MOOC sur ma maladie, mais aussi un centre qui s'adresse non seulement aux usagers de la psychiatrie dans le sens conventionnel du terme, mais à tout citoyen, avec l'idée que la psychiatrie publique doit s'occuper de la santé mentale de tout le monde et non pas juste une certaine petite catégorie. Aussi, l'inclusion sociale, cet outil s'adresse aux employeurs, aux services publics, aux gens qui souhaitent mettre en place un projet de santé mentale dans leur ville. Donc, voilà les collaborations actuelles. La psychiatrie publique, le médico-social, l'œuvre Falleret, c'est le gros médico-social dans le 19e arrondissement. France Dépression, l'UNAFAM, le CLSM du 19e, et puis on bosse actuellement pour recruter les bailleurs sociaux, le Clubhouse, les employeurs du 19e. C'est tout. Merci. Et si les gens qui sont confrontés au système de soins psychiatriques prennent comme modèle ce qui s'est passé avant le sida, il leur arrivera la même chose que les groupes qui étaient des homosexuels, qui ont alimenté l'antipsychiatrie, je ne veux pas faire Foucault et tout ça, tout le monde connaît ça, quand le sida est arrivé. Mais nous, on a une chance par rapport au sida, c'est qu'on sait que ça va arriver et que ça existe. Si tu reprends ta diapo, ça t'ennuie pas de repasser une diapo? Reprends tes premières diapos que tout le monde signe toujours. Je suis désolé de faire ça, de prendre beaucoup de temps, mais c'est vraiment trop important, vraiment, parce que là, on va arriver à un truc terrible comme ça arrivé dans le sida, et ça arrive devant nous tout le temps, et on fait comme si ça n'existait pas. Alors avant que tu refasses les diapos, je vais faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sida et qu'est-ce que ça a changé? C'est que les groupes de pression, ils ont arrêté de parler avec les anciens combattants. C'est les jeunes qu'on dit qu'il fallait que ça change. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de penser que les médecins devaient changer. Ils ont arrêté de penser que le système de soins devait changer. Ils devaient arrêter de convertir les médecins à devenir autrement. Ils ont tenu compte du fait d'une chose, que les médecins ne changeront jamais, qu'il ne faut surtout pas les changer. Deuxième chose, ils ont demandé une chose très importante, à être soignés seulement par des médecins compétents. Et tous les autres, ils ne leur adressaient pas la parole. Ensuite, parce qu'ils connaissaient la psychologie de la santé, qui est écrite dans des livres que tout le monde devrait connaître. En France, nous avons une histoire de l'école de la psychologie de la santé extraordinaire que personne ne connaît. Il y a à peu près
17 livres qui ont été écrits au cours des 10 dernières années sur la psychologie de la santé, et ça ne s'arrête pas en 2007. Ils ont demandé à avoir des médecins compétents. Ils ont défini ce que c'était des médecins compétents. Ils sont allés voir les systèmes d'autorité en disant les autres, on ne veut pas travailler avec eux. Ils n'ont pas demandé aux médecins de devenir psychologues. Ils n'ont pas demandé aux médecins de faire de la relation médecin-malade. Parce qu'ils savent que tout ça, c'est du temps perdu. Ils ont mis en place un système de tiers, qui étaient les pères aidants, qui avait comme fonction d'expliquer ce que c'est un médecin aux autres. Voilà, ça c'est la première chose. Juste avant, à Yavodri, parce que je vais expliquer pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Ils n'avaient pas de temps à perdre. Ils étaient dans une urgence absolue. Moi, quand j'étais en 84-85 dans un certain nombre de mouvements, notre problématique, ce n'était pas de faire que les médecins parlent correctement aux malades. Et dans ce qu'on appelle la santé mentale, c'est le même problème. Parce que santé mentale, c'est un mot qui exclut les gens. Ça n'existe pas, la santé mentale. Ce qu'on doit retenir dans l'antipsychiatrie, c'est que la maladie mentale n'existe pas. On n'est pas malade du mental. Et on n'a pas une santé du mental. Retourne en arrière. Je suis désolé, je suis énervé. Non, mais ça va me faire pleurer parce que c'est exactement ce que j'ai entendu en 84. Vas-y. Encore. Ah non, alors excuse-moi, je suis mauvais. Avance sur les études de Bleuler. Parce que moi, l'étude de Bleuler, voilà, je l'ai lu en entier. Vas-y. Non, retourne en arrière, s'il te plaît, excuse-moi. Hop, je suis désolé, je suis mauvais. Voilà, ça. L'étude de Bleuler 74 et Sionpi 80. Tout le monde retient ça. 68% des mecs, ils guérissent. Tu sais combien étaient encore vivants dans les 68%? Est-ce que vous savez ça? 10%. 10%. 10% des gens qui ont été vus au départ, sur ces 10% qui restaient encore vivants, 68% avaient guéri. Ce qui veut dire que 90% étaient morts. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Non. Est-ce que le système de soins a changé quelque chose? Non. Est-ce que les pays dans lesquels on fait du rétablissement, ça a changé quelque chose? Non. Voilà, c'est ça l'urgence. L'urgence, elle est écrite depuis la nuit des temps, elle est devant nous. Alors il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient dans le sida? Ils ont dit, maintenant on va s'occuper de l'urgence. On va s'occuper de l'urgence du fait que quand je reçois un diagnostic de maladie mentale, j'ai une grande chance de mourir 20 ans avant les autres, quel que soit le diagnostic. Je vais demander au système de soins, parce que la mortalité, elle est évitable. Il est tout à fait inadmissible que des gens, du fait de leur discrimination, dans la maladie mentale, dans la santé mentale, il y a une discrimination qui vous conduit inévitablement au fait de mourir 20 ans avant les autres. On va demander, c'est notre droit absolu, et après vous nous foutez la paix parce qu'on sait vivre ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut de notre vie, mais ce qu'on vous demande, c'est aidez-nous, on va travailler ensemble pour qu'on ne meure pas 20 ans avant les autres. Et bien c'est ça qu'il faut faire. Je suis désolé, mais moi c'est un truc, je suis un hystérique, tout le monde m'emmerde, j'en ai rien à foutre, mais je pense que si on raconte l'histoire des alcooliques anonymes et qu'on ne va pas jusqu'au bout, on aura et on continuera à voir la même chose. Les alcooliques anonymes, ils ont été renversés par l'histoire du sida. Ils ont été, mais abandonnés. Et d'autres mouvements sont apparus qui ont inclus effectivement ça. Et l'histoire de la relation médecin-malade, eh ben, elle a été abandonnée. On s'en fout, on ne va pas changer les médecins. C'est des cons. Ce qu'on veut quand on est malade, c'est avoir un bon compétent, un seul. Il n'y en a pas besoin de millions. Je suis désolé, Tim, de prendre la parole et de dire ça, mais pour moi, c'est capital, cette affaire. Voilà. Et quand on continuera à bêcher comme ça, parce que l'histoire, il faut la raconter jusqu'au bout. À un moment, il y a un détail monstrueux qui fait que les populations qui s'autodiscriminent, eh ben, elles sont exterminées par des réalités qu'elles ne veulent pas voir. Et les gens qui s'autodiscriminent en ayant le mot maladie mentale et santé mentale, ils meurent 20 ans avant les autres. Je sais que l'ensemble est toujours chiant après les discours que je fais. Je ne peux que lui rappeler que je suis un ancien président de l'association Aide Île-de-France et un ancien militant de lutte contre le sida. Une des choses essentielles, c'est de nouveau, je reviens à ma système australienne. Oui, je pense que la plupart des médecins sont incompétents en France dans le relationnel, d'accord? Je pense ça, je viens d'un système où, dans la première année des études, tout professionnel, et ce n'est pas seulement les médecins, cher monsieur,
c'est tout professionnel de la santé, est sélectionné sur les compétences de communication. À la fin de la première année, si vous ne réussissez pas ce concours-là, on vous oriente sur d'autres métiers. Ça va de l'infirmier jusqu'au médecin. Devenez ingénieur. Plutôt quelque chose de neutre, s'il vous plaît. C'est des formations soutenues et éliminatoires. Éliminatoires à la fin de la première année des études. Donc, bref, on peut bouger là-dessus. La deuxième chose, c'est une revendication claire. Ça fait partie de votre rôle, mais c'est clairement partie du rôle des associations. Clairement, attaquer le système si ça dysfonctionne. Attaquez-le. J'ai organisé de nombreuses manifestations contre les hôpitaux, manifestations avec des milliers de personnes devant le ministère de la Santé, devant les hôpitaux, devant les pharmacies centrales des hôpitaux, ce genre de choses, pour les faire bouger, pour les faire changer de manière de travailler. Il est clair que dans le mouvement de lutte contre le sida, évidemment, nous étions des personnes, disons, moi, pour vous raconter une histoire, moi, dans mon adolescence, j'ai découvert que j'avais un trouble de santé mentale, DSM-4, bien ciblé. À l'âge de 18 ans, il y a eu un vote par l'American Psychiatric Association et tout d'un coup, je n'étais plus malade mental. Moi, homosexuel. Donc, il est clair que je ne vous crois pas du tout. D'accord? Il est clair que je me méfie de vous. J'ai de bonnes raisons, j'ai des preuves. Donc, il est clair aussi que la lutte contre le sida, c'était la lutte pour, si je peux citer par exemple les urgentistes de l'Hôtel Dieu à Paris. Monsieur, ici on soigne les Arabes en dernier. Ouvertement, à haute voix. Le nombre de témoignages sur les homosexuels, le nombre de témoignages sur les usagers de drogue, par exemple, c'est juste épouvantable. Il est clair qu'il faut attaquer à certains moments. Ça fait partie de notre responsabilité collective. En revanche, je suis moins pessimiste sur l'avenir que vous. Moi, je pense moi, je connais des médecins géniaux. Et je connais aussi des médecins qui ont commencé nuls et qui sont devenus géniaux. Bref, on peut tous bénéficier par l'empowerment, par l'accès à des formations sur des connaissances, mais non seulement des connaissances, c'est aussi des compétences, des savoir-faire. On peut tous en bénéficier énormément. Et je suis optimiste, Monsieur Lançon. Je revendique ce rêve. Je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que dans des processus tels que celui-ci d'échange des savoirs, il faudrait aussi peut-être changer les formes? Parce que quand on voit le programme, on voit que des chercheurs, des professeurs, des psychiatres qui sont assis à la tribune. Si. Chargé de mission, psychologue, psychiatre, responsable centre expert, professeur de psychologie, praticien hospitalier, directrice pôle santé, coordinateur médical pôle santé, médiateur, chargé de mission, directeur de laboratoire, chercheur, professeur, psychiatre, etc. Je crois quand même que on pourrait peut-être faire les choses un peu différemment et qu'il y a peut-être des savoirs qui s'échangent et qui ne viennent pas uniquement des milieux académiques, universitaires ou des milieux professionnels, quels qu'ils soient. Voilà. Tu évoquais le fait que des réunions étaient tenues par des usagers du cancer, du sida. Oui, les états généraux du sida, au siècle dernier, c'était juste des personnes vivant avec le VIH sur scène. Les états généraux du cancer, juste des gens avec le cancer sur scène. Et tous les deux des événements extrêmement émouvants, dans le vrai sens du terme émouvoir. Bref, ça a fait bouger les choses. Ça a fait mouver des choses radicalement. Le fait de
la femme sur scène qui raconte les horreurs de l'annonce du cancer du sein, les implications pour elle, le fait qu'on lui a annoncé et le discours qu'elle a fait qui était « on devrait me le dire plus tôt, il me faut du temps déjà pour la juste dire moi, mais ensuite, parce que dans ma tête, ce n'était pas mon corps qui était en jeu, c'était comment est-ce que j'allais dire ça à mes enfants, comment est-ce que j'allais gérer le boulot, comment est-ce que j'allais gérer le fric, comment est-ce que j'allais gérer mon mari, mes relations sexuelles. Je ne pensais pas à ma santé. Et vous continuez de me parler de ma santé et des choses comme ça. Vous me bombardiez avec de l'information qui n'était pas pertinente à ce qui était dans ma tête. Donc, ces incroyables témoignages qui a fait pleurer tout le monde, c'est ça, peut-être une prochaine étape, les états généraux de la santé mentale. Bravo, oui.